connaissez Belfort? Pour se retrouver au fin fond de l'Est de la France, à un endroit que peu savent placer sur une carte, il faut une bonne raison. Les uns viennent pour les Eurockéennes, les autres pour le lion de Belfort. Ce lion monumental de 11 mètres de haut qui immortalise la résistance des Belfortins face à l'armée prussienne en 1870. D'autres encore pour la grande épopée industrielle. Ici, à Belfort, deux géants de l'industrie font battre le cœur de tout le territoire et rayonnent à travers le monde grâce à leurs bijoux technologiques, Alstom et General Electric. Autour des usines, cette industrie a bâti une ville. Des générations d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs perpétuent une tradition vieille de plus de 140 ans. Un savoir-faire transmis ici, sur les bancs des écoles d'apprentissage, des universités et des laboratoires de pointe où sont formés celles et ceux qui demain reprendront le flambeau. Cet écosystème a tout pour s'imposer comme l'un des chefs de file de la transition énergétique. Pourtant, il risque de mourir. À Belfort, un drame se profile. La disparition d'une tradition de haute technologie. Certains se sont résignés, d'autres ont décidé de se battre. De dos, ça ne se voit peut-être pas, mais Philippe a toujours le sourire et les yeux rieurs. Ah oui, et au fait, il parle vite, très vite. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me bats comme ça? Il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Moi, j'aime soutenir des causes justes et je pense que tout l'avenir de notre territoire dépend de l'industrie. C'est 130 ans d'histoire, c'est tout le tissu économique qui dépend de notre industrie, en fait. Philippe a 40 ans tout juste, et il ne fait pas les choses à moitié. Père de famille, il a 5 enfants. Trompettiste, il joue dans différentes jazz bands. Syndicaliste, il multiplie les casquettes. Donc pour ma part, Philippe Petit-Colin, donc moi je suis secrétaire du CSE Turbine à Gaz à Belfort, coordinateur CFGC pour les 8 entités General Electric à Belfort, et secrétaire adjoint du comité de groupe européen. C'est pour ça que j'interviens. Pour moi, Aux côtés de Philippe, Alexis. Alexis est un militant né. Ingénieur, il préside bénévolement une association qui gère un restaurant végétarien. Il a participé aux dernières élections municipales et est encarté chez Sud Industrie. Belfort sans industrie, ça devient une friche industrielle, ça devient un ghetto économique. Je ne suis pas belfortin, mais au bout de 15 ans, moi, je suis attaché à ce territoire-là. Il y a plein de belles choses. Et j'ai pas envie de voir Belfort devenir une friche. En tant que citoyen, nous avons notre mot à dire. Qui mieux que des salariés de l'industrie peuvent parler de l'industrie? Alexis et Philippe sont ingénieurs chez General Electric, le mastodonte américain qui fabrique les plus grosses turbines du monde. Alexis en a d'ailleurs filmé une qui passait juste sous ses fenêtres. Recouverte d'une bâche, ça n'a l'air de rien. Mais cette turbine neuf achat fournit suffisamment d'énergie pour éclairer une agglomération comme Strasbourg. Nous sommes des experts de l'industrie. Nous sommes des intégrateurs. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on construit des centrales électriques. Alors des centrales à charbon, des centrales à gaz, des centrales nucléaires. On a cette capacité-là, cette connaissance-là, ce savoir-faire qui est unique. J'ose le dire, c'est un savoir-faire unique d'assembler tout un tas de différents dispositifs mécaniques, électriques, électroniques, d'en faire quelque chose de cohérent. Les éléments pionniers de l'équipement électrique français ont été fabriqués ici, dans les ateliers d'Alstom. D'Alstom, on connaît le TGV. On connaît moins la turbine à vapeur la plus puissante du monde qui équipe les réacteurs des centrales nucléaires françaises, l'Arabelle. Premier fournisseur de centrales clés en main, Alstom appareille une centrale sur 4 dans le monde.
Mais l'entreprise cumule les difficultés financières et les poursuites pour corruption. En 2014, elle cède sa branche énergie à l'américain General Electric. L'État français valide la vente du fleuron qui a contribué pendant des décennies à assurer l'indépendance énergétique du pays. Pour endiguer le tollé suscité par cette affaire, l'Américain déploie tout son soft power. General Electric fait partie intégrante du paysage français depuis plus de 100 ans. Ensemble, nous nous engageons à créer des milliers d'autres matins, faits d'emploi, d'innovation et de croissance. Mais loin des lendemains radieux promis par General Electric en 2014, Philippe, Alexis et plusieurs de leurs collègues comprennent que le pire est à venir. Le décompte est lancé, il s'accélère au printemps 2019. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2, voici les titres de ce journal. General Electric va supprimer plus de 1000 postes en France, principalement à Belfort. 800 suppressions de postes, la moitié des effectifs. La traduction pour nous, c'était une fermeture à moyen terme du site. On ne pouvait pas l'accepter. Ce plan de licenciement n'est que le premier d'une longue série. Pour Alexis et Philippe, c'est l'heure de passer de la théorie à la pratique. Leur apprentissage de la lutte, ils le font auprès de vieux loups comme Francis. Lui, c'est le grand frère. 30 ans de maison au compteur, presque autant de lutte syndicale. Francis, c'est un connaisseur et un pragmatique. Il faut décider ce qu'on va faire. Il faut décider de savoir si on va rentrer dans le processus, si on ne va pas y rentrer, si on va enclencher un mouvement de blocage des sites, si on appelle à la grève, si on appelle au débrayage, si on appelle... Enfin voilà, tout est ouvert. Tous les syndicats s'activent. Chef de file de la CGT, Cyril embarque ses troupes et fait front commun avec Sud Industrie et la CFE-CGC. Quelle que soit, je veux dire, notre obédience syndicale, notre ADN, la solidarité est admise. Il faut, je veux dire, créer un front. Ça suppose, je veux dire, une intersyndicale, mais qu'on s'entende bien. L'intersyndicale, c'est une agglomération. On fédère, je veux dire, des ans syndicales, mais elles ont leur autonomie et leur capacité d'analyse et de décision. Combien de temps le gouvernement va accepter qu'une entreprise américaine prenne le pouvoir sur la filière énergétique française, détruise nos emplois un par un? Cette union syndicale, c'est Philippe qui l'incarne. Il en est le porte-parole. Philippe, c'est un actif, c'est presque un hyperactif même. Et donc il est à fond tout le temps. Il manque d'expérience. Il y a des codes un petit peu à respecter, il y a un certain nombre de choses. Bon, lui, il est arrivé là-dedans un peu en bousculant tout ça. C'est l'avantage de toute cette jeunesse comme Alexis, c'est pareil, ils apprennent très vite. Et donc, du coup, ils se sont adaptés très vite. Ils partageaient ces mêmes envies de défendre cet outil de travail, cette entité, ce savoir-faire, ce site, quoi. Leur stratégie est atypique. Pour commencer, ils refusent de participer aux négociations et boycottent toutes les discussions avec la direction de General Electric. À Bercy, le dossier est suivi de près par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui se rend à Belfort quelques jours après l'annonce des licenciements par General Electric. Ce rendez-vous-là, il ne fallait pas le rater. Si on le ratait, c'était fini. Quand j'ai rencontré toute l'intersyndicale, on sent une certaine colère parce qu'il y a des engagements qui n'ont pas été tenus. On sent beaucoup d'inquiétude. Et on sent aussi un travail technique très approfondi. Moi, ce qui m'a frappé la première fois que j'ai eu cette réunion dans une salle de GE à Belfort, c'est la qualité du travail technique qui avait été fait par les syndicats. Il devait passer une demi-heure avec nous. Je crois qu'on a passé 2 heures avec lui. Il reste 2 heures et à chaque fois qu'il émet un argument, on lui explique par A plus B que ce n'est pas du tout la réalité, que l'argument, les 2-3 arguments que le General Electric lui a mis sur la table ne tiennent pas la route une seconde. Moi, j'étais arrivé avec un certain nombre
d'éléments techniques. Et puis, j'ai vu des syndicats qui présentaient d'autres arguments techniques très convaincants, me disant, mais sur le gaz, vous voyez, voilà l'état du marché, il y a des perspectives, il ne faut pas abandonner. Sur le nucléaire, voilà pourquoi nous estimons que c'est la meilleure option. Donc tout ça est un travail technique très approfondi. Moi, je ne le cache pas, ça m'a scotché. Nous allons travailler dans les semaines qui viennent avec les représentants des salariés. Philippe, Francis et leurs camarades remportent une première manche. La suivante se joue dans les rues de Belfort, imprégnée de la mythologie locale. Venez passer quelques jours à Belfort et vous connaîtrez vous aussi l'histoire du lion sculpté par Bartholdi, symbole de la résistance des Belfortins qui ont tenu 103 jours face aux armées prussiennes. Un mythe fondateur dont la miniature trône en bonne place dans le bureau du maire de Belfort, Damien Meslot. Damien Meslot a passé 15 ans comme député à l'Assemblée nationale. Ça apprend le métier et le sens de la formule. Pour le Belfortin que je suis, c'est comme si on m'arrachait un bras. Je veux dire, pour moi, Alstom, General Electric, c'est notre histoire, c'est le travail de nos grands-parents, c'est le travail de nos amis, de nos voisins. Si vous voulez, c'est quelque chose dans lequel on a baigné, qui a nourri une partie de la population, qui a permis à la ville de se développer. Et c'est pour ça que ce que je ressens là, beaucoup d'autres élus qui sont de Belfort le ressentent. C'est les nôtres qui sont concernés. Au-delà de la ville, c'est tout un territoire qui est menacé. Celui de Belfort, mais aussi une partie du Doubs, des Vosges, du Haut-Rhin et de la Haute-Saône. Karine le vit au quotidien. Maire de sa commune, élue socialiste au conseil régional et engagée chez Sud Industrie, Karine est l'une des rares femmes de l'intersyndicale. Je pense que syndicalement, on a une obligation de résultat pour l'avenir de General Electric. Parce que si on n'y arrive pas, c'est tout un territoire qui va mourir. Moi, je suis maire de mon village. On a environ une vingtaine de familles qui travaillent à General Electric. 20 familles sur un village, c'est énorme. 20 familles, c'est derrière 2 ou 3 enfants par famille. On a rouvert une classe, ça fait 2-3 ans. Cette classe, elle a aussi été ouverte parce qu'il y avait ces emplois sur le territoire. Si les emplois disparaissent, les classes ferment. Si les emplois disparaissent, les commerces ferment. On vient d'ouvrir un magasin dans la commune. Je pense que ce magasin, si on perd 10%, 20% de la population, il meurt. L'influence de Karine, Philippe, Alexis et leurs camarades réside dans leur mode d'action. À force de chercher un moyen de pression sur le gouvernement, ils mettent la main sur un document hautement confidentiel auquel des syndicalistes n'ont généralement jamais accès. L'accord signé en 2014 lors de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. À l'époque, les discussions étaient supervisées par celui qui, entre-temps, a été élu président de la République, Emmanuel Macron. Dans ce document, l'Américain prenait des engagements fermes envers l'État français. On s'est rendu compte que GE s'engageait sur 10 ans à maintenir, voire développer, ses activités industrielles. Mais relocaliser les centres de décision ailleurs que Belfort, c'est pas développer ou maintenir l'activité, ça va même à l'encontre des accords de 2014. Il y a une clause qui dit que Belfort doit rester le centre mondial 50 Hz et que les équipes mondiales de direction doivent être logées à Belfort. Maintenant, toutes les décisions stratégiques du groupe sont prises en Suisse ou aux États-Unis ou par des Américains en Suisse. Donc, on a dû dénoncer ça. C'est devenu notre arme qui a pu créer le rapport de force. Il passe à l'acte le 7 octobre 2019 et porte plainte contre l'État français. Sur le terrain, la CGT organise le blocage du site avec Sud Industrie et la CFE-CGC. Et les choses s'accélèrent. Un accord se dessine en 2 jours. Un jour à Belfort et puis une journée entière de négociations à Bercy, pas dans le bureau du ministre, mais presque.
Le gouvernement, parfois ils étaient en face, parfois ils étaient à côté. On est dans une espèce de triangle avec General Electric. L'État, parfois se positionnait avec nous, parfois se mettait du côté plutôt de General Electric, parfois entre les deux. Voilà. Donc c'est tout un jeu, toute une énergie, des réflexions qu'il faut mener, et qui sont pas simples. Et ça demande un truc pas possible. Enfin, ça demande une énergie, ça demande un engagement pas possible. Et ça, effectivement, j'imagine que de l'extérieur, on a l'impression que quand on va à Bercy, on va sous les ors de la République. Franchement, ça a résisté. Hein. Avec les gens de Bercy, ils sont pas simples. Une réunion s'est tenue hier à Bercy entre syndicats et direction. Qu'en est-il ressorti? Je pense qu'un accord est possible. Très difficile, mais possible. J'aurai à nouveau Larry Culp ce soir au téléphone pour voir où il en est lui. Qui est le big boss de General Electric, oui. Je vais me battre pour qu'il y ait un accord. Un accord est toujours préférable à une crise sociale. Le compromis négocié avec le soutien du ministre réduit le nombre de licenciements mais gèle les acquis sociaux. En échange, Philippe, Francis et leurs camarades obtiennent que General Electric s'engage sur un projet industriel garantissant l'avenir du site et la préservation de leur savoir-faire. Il y a CFE, CGC Sud qui décident, eux, finalement, que peut-être au travers de cet accord, on va pouvoir préserver ce qu'on peut encore préserver, puis il vaut peut-être mieux, sortir de cette crise en signant et puis regarder ce que ça va donner dans le temps. Et puis nous, on dit, on ne veut pas donner de chèque en blanc. La CGT quitte les discussions. L'accord est soumis en assemblée générale aux ouvriers, aux cadres, aux techniciens et aux ingénieurs, qui l'adoptent à main levée fin octobre 2019. La CGT boycotte. Elle prend acte de l'accord, mais refuse de le signer. Philippe, qui représente la CFE-CGC, et Francis, le leader de Sud Industrie, signent l'accord. On appose sa signature sur un plan de suppression d'emplois. Mais aussi, on appose sa signature en contrepartie sur des engagements, sur un projet industriel, sur une réindustrialisation, sur des engagements d'avenir. Ce projet industriel, c'était ça où on crevait. C'était ça où c'était la fin. T'es prête? Oui. Alors. Ça a été difficile, surtout pour mon épouse, quoi. Parce que bon, j'ai quand même 5 enfants, donc entre la musique, le sport, l'école, etc., c'est aussi grâce à elle que je suis là, quoi. On a tout fait? Non, il y a une notion de grammaire. Alors, quand est-ce qu'on met un point d'interrogation? Clairement, on oublie un peu les dommages collatéraux, mais clairement, mes enfants, ils m'ont pas trop vu en 2019, quoi. Quand on a une émotion? Il faut prendre du recul, il faut regarder ce qui est essentiel. La famille, c'est essentiel, mais à un moment donné, c'est vrai que pendant 1 an, j'ai mis mon combat avant ma famille, quoi. Et ça, c'est pas possible. Donc ça, j'essaye de plus le faire maintenant, quoi. Quelle belle poupée! Je mets le point d'exclamation. Et puis les virgules, c'est quand est-ce qu'on met des virgules? C'est quand on doit respirer. D'accord. Bon, c'est bien. Francis est l'un de ceux, nombreux, dont l'emploi a été supprimé par General Electric dans le cadre de ce plan. Il s'en va en pré-retraite, mais continue d'accompagner le combat. Pour les enfants du Lion, le plus dur commence maintenant. Ils doivent élaborer des pistes de diversification industrielle. General Electric doit les financer et le gouvernement en contrôler le bon avancement. Les Belfortins se sont battus pour ce projet industriel. En contrepartie, ils retirent leur plainte contre l'État français. Ils ont 1 an pour réussir, alors qu'une chape de plomb va s'abattre sur le monde. Mes chers compatriotes, ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est qu'il est des biens qui doivent être placés en dehors des lois du marché.
déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. La pandémie impose au premier plan l'importance de la souveraineté industrielle. Elle est au cœur du combat des Belfortins et désormais des grands discours politiques. À bord de ce TGV Alstom, au sortir du premier confinement, Philippe, Alexis et 2 autres ingénieurs de General Electric, Jean-Louis et Nicolas, étreignent leur masque. Un accessoire encore insolite, parfois fait maison, ou plus souvent en provenance de Chine. Ce matin, ils sont attendus au ministère de l'économie pour le comité de suivi organisé tous les 2 mois. Avec la pandémie, beaucoup d'entreprises jouent sur un effet d'aubaine et les Belfortins craignent que General Electric s'en serve pour diluer ses engagements. Belfort, ici Bercy, est-ce que vous nous entendez mieux? Ah non, je comprends. Merci. Qui a fait le plan de table? Vers qui on se tourne? Est-ce qu'il y a un trou normand? Cette place-là, qui peut être... Je sais pas, mettez-vous d'un côté là. Les représentants de General Electric prennent place. Et l'émissaire de Bruno Le Maire vient à la rencontre des Belfortins. Du côté de General Electric, c'est silence dans les rangs. C'est la première et la dernière fois que nous les verrons. Ils ont refusé de nous rencontrer. Visiblement mal à l'aise, l'un de leurs dirigeants tente de s'effacer le plus possible alors que l'envoyé du ministre lance tout juste les discussions. Et donc je suis content qu'on puisse être ensemble pour ce 4e comité de suivi concernant les accords qu'on avait trouvés en octobre. C'est un point d'étape important, puisque c'était celui qui devait nous permettre de constater le bon avancement du projet industriel et on espérait de valider un certain nombre de décisions. Je crains que ça ne puisse pas être encore le cas aujourd'hui, en toute transparence. Après 2 heures de discussion, les axes de diversification du projet industriel sont validés. General Electric doit désormais annoncer le montant du financement. Allô, bonjour, Philippe Petit-Colin. Je vous rappelle. Mais les Belfortins restent vigilants. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ne négligent aucune piste. Une rencontre au Sénat, ça mérite bien un souvenir. Et devinez qui a demandé la photo. Le sénateur du territoire de Belfort, Cédric Perrin. Cédric Perrin n'a pas attendu la majorité pour militer. Encarté au RPR dès ses années de lycée, il est le vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Donc nous, on vient vous dire que Alstom, le champion mondial de l'énergie que vous connaissiez en 2014, si vous le laissez entre les mains de GE, dans 2-3 ans, il n'y a plus rien. Enfin, quand on veut avoir une ambition industrielle, il faut mettre en place un plan, il faut avoir une vision à long terme, et c'est pas un gros mot que de parler d'industrie. Vous savez, il y a eu les fameux qui nous expliquaient qu'on allait avoir de l'industrie sans usine, en gros, et qu'on allait vivre de services, mais les services, ça crée pas de richesse. Et ce qui crée de la richesse, c'est évidemment l'industrie, c'est le travail. Et dans un département où 43% des emplois sont des emplois industriels, on sait ce que c'est que le travail. On se rend compte que ce sujet de l'industriel est transpartisan. Il n'y a plus la droite, la gauche, etc. On a des gens qui sont très peu nombreux, qui sont conscients que la désindustrialisation de la France est une catastrophe et qu'il faut se réveiller. Et ils sont prêts à nous aider et à nous accompagner. Ça a été quand même la bonne surprise, ça, que quand on va au Sénat, on a un sénateur qui nous invite, ça fait le tour des popotes, ils veulent tous nous voir.
Et au final, on rencontre des gens de tous les partis politiques. Et les quelques qui sont branchés industrie, ils ne sont pas très nombreux. Hein, je veux dire, à l'Assemblée nationale et puis au Sénat, ils ne sont pas très nombreux. Mais par contre, ils parlent d'une même voix, en fait. Ils trouvent tous que le rachat d'Alstom par General Electric est une catastrophe. On leur explique que le danger est encore beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait croire et qu'il est grand temps de réagir avant qu'il ne reste plus rien, quoi. À Belfort, ils peuvent compter sur la femme qui est aux commandes de la région Bourgogne-Franche-Comté, la présidente socialiste Marie-Guite Dufay. Marie-Guite Dufay est alors approchée par Matignon pour rejoindre le gouvernement composé par Jean Castex, nommé le matin même. Elle déclinera, refusant d'abandonner sa région pour un ministère parisien. Madame Dufay, comment allez-vous? Bonjour. Oh, mais vous avez un beau masque, vous, hein? Ah oui. Je me demande si ce n'est pas la première réunion que je fais en présentiel. C'est le pouvoir de persuasion des membres de l'intersyndicale. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à l'invitation précipitée ou très rapide. On voit que tout le monde a su répondre positivement. Le taux de... Le QG de Marie-Guite Dufay se trouve à Besançon. La ville natale de Victor Hugo et des Frères Lumière, les inventeurs du cinématographe qui s'en disputent la paternité avec Thomas Edison, le fondateur de General Electric. Nous sommes sur un sujet de souveraineté économique avec General Electric, le démantèlement de General Electric, la perte des compétences sur un secteur qui n'est pas n'importe quel secteur. C'est le secteur de l'énergie. C'est extrêmement important. C'est primordial. Si vous avez l'occasion d'en mettre une couche auprès du ministre, ça serait bien. Donc nous, on est volontaires, on attend soit les 3 autres régions, soit l'État. Hein. Mais il ne faut pas nous laisser tout seul en rade, quoi. General Electric en est la tête d'affiche. Mais la région est peuplée d'une myriade de petites entreprises et d'autres grands groupes qui misent sur le temps long de l'industrie. Comme Lizzie, groupe familial fondé au lendemain de la Révolution française. Et vous êtes où? Je suis tout en bas. Devenu l'un des leaders mondiaux de composants aéronautiques, automobiles et médicaux. Christelle, qui a repris le flambeau des Japis, hier horlogerie, émaillerie, outillage, mécanique et casque pour poilus, aujourd'hui casserole haut de gamme. Sans oublier l'incontournable rond-point culinaire, installé au pied d'un des plus grands temples des temps modernes, né ici, Peugeot. Silence, ça tourne. Action. À 2 pas des usines, au musée Peugeot, une équipe de télévision prépare une émission sur les voitures électriques. L'historien Pierre Lamarre en est l'un des invités. Enquête de région, quel avenir pour ma voiture? Nous sommes maintenant ici au musée de l'aventure Peugeot avec vous, Pierre Lamarre. On a besoin de vos lumières sur cette histoire industrielle. Sochaux va attirer la main-d'œuvre, près de 40 000 personnes. Sur le site même de Sochaux, c'était la plus grande concentration ouvrière de France. Pierre Lamarre n'est pas seulement archéologue industriel. Il est aussi directeur adjoint de l'UTBM, l'université de technologie installée sur le site historique d'Alstom à Belfort. L'UTBM est une école d'ingénieurs à la base et l'une des plus importantes que compte le pays. Et nous diplômons plus de 600 ingénieurs annuellement. Je transforme tout mon surplus du surplus, j'appelle ça, d'accord? Je le transforme tout en hydrogène et je l'utilise qu'à partir du mois de novembre. Et c'est au mois de novembre que je retransforme, que j'utilise mon hydrogène stocké. Donc nous comptons tout à la fois des grands comptes, directeur du centre d'Alstom, représentant de General Electric, représentant de PSA,
avec le site de Sochaux, mais également des ETI et également des PME qui sont représentés au sein du conseil d'administration. On est aujourd'hui un peu plus de 400 personnels, donc il y a différents laboratoires, plus de la moitié des personnels sont des enseignants-chercheurs, avec des thématiques très diverses, très variées, qui vont de l'hydrogène à l'informatique, l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, forcément, on a des contacts, on a des réseaux, des maillages qui permettent de mettre en relation assez facilement les uns et les autres. Je suis un ancien de l'UTBM, donc je connais bien les profs de l'UTBM, les dirigeants. On a des gens dans notre syndicat qui sont très proches d'eux, qui donnent des cours à l'UTBM, qui ont des relations avec eux. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est vraiment un maillage qu'il faut construire davantage, qui existe, mais qui n'est pas, à mon avis, suffisamment fort. Le poumon industriel de la région Bourgogne-Franche-Comté, il est là, à Belfort et à Montbéliard. C'est Montbéliard-Belfort. Hein. Et l'industrie de notre région, elle va du Creusot à ce poumon industriel, en passant par Dijon, agroalimentaire et santé, et Besançon, microtechnique. Mais le poumon, il est Montbéliard-Belfort. Et que devient la région lorsque l'un de ses poumons s'essouffle? Quel avenir pour General Electric à Belfort? Ce matin, on apprenait que le groupe va à nouveau tailler dans ses effectifs un plan social massif autour de la branche hydroélectricité, celle qui produit les turbines pour les barrages. En septembre 2020, ce sont les barrages hydroélectriques. 2 mois plus tard, le groupe coupe dans son secteur nucléaire. Les ingénieurs sont dans le viseur. Philippe le résume ainsi. Sur le prix total d'une centrale, la main-d'œuvre ouvrière turbine à gaz ne représente que 1%. Hier, les ouvriers faisaient office de variable d'ajustement. Aujourd'hui, ce sont les ingénieurs. Le nouvel Eldorado de General Electric se trouve en Inde, avec ses ingénieurs ultra performants à des prix défiant toute concurrence. And be a part of the GE India growth story. Inde, Mexique, Hongrie, la globalisation suit sa propre logique. Elle atomise les équipes et éparpille les expertises. Pour le monde de la finance, le bénéfice est immédiat. Les conséquences industrielles de cette dérive ne se verront que plus tard. Pour le secteur de l'énergie, c'est une bombe à retardement. Et pour Belfort, la mort annoncée de son savoir-faire. Quel pays a une frontière commune avec la Franche-Comté? Vous m'avez répondu l'Allemagne et c'est la Suisse. Ah oui, commune. Ah oui, d'accord, oui, c'est la Suisse. Alors, plein de bisous, Fabienne, à bientôt sur France de Belfort-Montbéliard. Merci. Donc voilà, les 500 sont offerts. Ok, super, merci. On est solidaires. Ben oui, il faut. Oui, et puis, on espère qu'on n'en aura pas d'autres, mais visiblement... on espère aussi. Un combat collectif, on a tous besoin d'être solidaires sur ce sujet-là. On est bien d'accord, c'est notre région, c'est notre ville. Tout à fait. On va aller chercher la grosse bâche, ouais. On va avec. Toutes les volontés sont bonnes à prendre. Dessinateur industriel de formation, Jean-Michel travaille lui aussi chez General Electric et contribue avec son propre savoir-faire au combat commun. Pour illustrer notre lutte pour défendre l'industrie de Belfort, et donc Belfort, l'histoire de Belfort et puis le symbole de Belfort, c'est le lion. Donc on en a discuté avec d'autres collègues des syndicats et puis l'idée m'est venue de faire ce t-shirt. Voilà, donc ça c'est le prototype avec donc Belfort sort ses griffes. Donc on voit qu'il retient General Electric, mais en fait ça symbolise toute l'industrie à Belfort. Voilà, donc ça c'était le premier. Et puis ensuite, on l'a décliné, on l'a fait en plusieurs centaines d'exemplaires, plusieurs milliers peut-être, je ne sais pas exactement. Donc voilà, ça donne ça. Et puis à l'arrière, pour l'avenir du territoire. Inventeur de génie, Thomas Edison, le fondateur de General Electric,
a créé l'ampoule à incandescence et grand amateur de cornets acoustiques, nous a offert le phonographe, précurseur du gramophone. Une technologie se façonne au fil du temps. C'est le fruit de la patience et de l'amour du travail bien fait, d'erreurs parfois et d'investissements tout le temps. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération qu'ingénieurs, techniciens et ouvriers perfectionnent, geste après geste. C'est tout cela que l'appel de Belfort célèbre et veut sauver. Au-delà de la branche énergie de General Electric, le combat des enfants du Lion englobe celui de fleurons industriels relevant de secteurs stratégiques, dépositaires de brevets, bâtis sur la commande publique et vendus à des groupes étrangers. Parce qu'en fait, c'est vachement mieux là avec les discours, les caméras, les machins, que là-bas. Et oui. Là-bas, on aurait été dans la rue par rapport au bâtiment, on aurait été à 50 mètres, tu n'aurais pas eu l'impression que c'était plus gros que ça. Ouais. Vous attendez du monde là, cet après-midi? J'espère qu'il y aura du monde. Hein, parce que moi je ne suis pas très confiante. Avec le Covid, je ne suis pas très confiant non plus. Je suis pas très confiante parce que je sens les gens autour de moi démobilisés. Hein. Plans sociaux à répétition, pandémie, vacances scolaires, le cortège est clairsemé. Les turbines de l'Alstom font tourner la ville de Belfort. Ce qui a surpris d'abord, Hier, c'est la rapidité du... ingénieurs ou ouvriers, on était des Alstom avant tout. On manifestait ensemble pour conquérir des droits et des augmentations de salaire. Comme en 1979, lors de la grève pour les 100 ans de l'entreprise, quand les salariés devaient se contenter de gadgets alors qu'ils espéraient des avancées sociales. Le choix entre 2 stylos, une montre, un médaillon et une bouteille de cognac. La grève est partie de cette usine où sont fabriquées des turbines à gaz, avant de s'étendre petit à petit à l'ensemble du groupe. La grève lancée à la base par les plus jeunes salariés au moment de l'annonce des excellents résultats financiers de leur entreprise. Aujourd'hui, les ingénieurs manifestent seuls. Comment fédérer le combat autour d'une classe considérée comme privilégiée? Sans ingénieurs pour inventer, pas d'ouvriers. Et sans ouvriers pour façonner les idées, pas d'ingénieurs. Donc là, elles ont leur préau. Voilà. Jean-Louis est un ingénieur né. Leader innovation chez General Electric, Jean-Louis porte un soin tout particulier à ce qu'il conçoit, comme ce poulailler dernier cri dont il a programmé la carte informatique selon les éphémérides. Donc le système, il y a une batterie qui est ici. La batterie est rechargée par le panneau solaire. Mais une demi-heure après le coucher du soleil, on a programmé pour que ça se ferme automatiquement, comme ça elles sont protégées des prédateurs. Donc voilà le confinement, à quoi ça sert. Notre vocation à nous, ingénieurs et techniciens, c'est d'inventer le monde de demain. C'est pour ça qu'on a été formés, c'est notre travail. Notre travail, c'est pas de faire gagner des millions à des grosses boîtes qui les dilapident. C'est inventer des choses et les faire fonctionner, quoi. C'est ça notre boulot. C'est comme si on était boulanger et puis qu'on nous disait bah, non, tu feras plus de pain. C'est pareil. Donc on ne peut plus faire ce pourquoi on est fait. On doit créer des choses. Mais là, il n'y a rien qui se crée. C'est plutôt la destruction continue. Voilà ce que c'est créer. Après, ça fonctionne. On le pense, on
On le conçoit, on le dessine et puis on le construit. La vie est simple. La vie est simple. Mais non, là, on ne peut même pas faire ça. Donc ça, c'est rageant. Donc il faut qu'on trouve une alternative. Bon, on va rentrer parce que là, je commence à claquer les dents. C'est Belfort. C'est Belfort. Au tournant des années 80, la France a choisi la finance et les services au détriment de son industrie. Résultat, l'industrie française a perdu près d'1 emploi sur 2 en 40 ans. Là réside l'un des drames de la désindustrialisation que la pandémie et les confinements ont imposé au premier plan. C'est contre cette mécanique que se battent les Belfortins. Vous participez désormais à la conférence. Merci. Bonjour. Dans quelques jours, a lieu le prochain comité de suivi avec General Electric et le gouvernement. Philippe et Jean-Louis participent à distance. Tous sont sur le pied de guerre pour préparer le rendez-vous. La situation économiquement et industriellement, c'est foutu. Non mais attends, Jean-Louis, on ne peut pas demander plus que dans le projet industriel. Là, on peut demander que le projet industriel, on ne peut pas demander autre chose. Pour moi, GE est tellement enfilé dans une stratégie de délocalisation des boulots, y compris des US, de toute l'ingénierie vers l'Inde et le Mexique, de toute la fabrication dans les pays les plus low cost possibles. Quoi qu'on propose, ça ne marchera jamais. On gagne du temps, là. Le grand rendez-vous a lieu dans 3 jours. Confinement oblige, le comité de suivi entre Paris et Belfort a lieu en visioconférence depuis la préfecture. Tous espèrent que l'État sera au rendez-vous. Mais plus d'1 heure après le début des discussions, Jean-Louis et Nicolas ont pris leurs affaires et sont partis au beau milieu de la réunion. C'est à devenir fou, moi ça me rend malade. Donc voilà, au lieu de s'énerver et d'insulter la terre entière et de se choper un ulcère, il était préférable de quitter la réunion. Je ne comprends pas. Il faut regarder les choses en face. C'est-à-dire que GE n'a plus aucune intention de maintenir une activité importante en France et d'une façon plus importante en Europe. Qu'est-ce qu'on fait en face de cette situation ? Ils ne le savent pas encore, mais au sommet de l'État, dans le plus grand secret, on planche sur le devenir industriel du territoire de Belfort. Le député européen Christophe Grudler, membre de La République En Marche, est tenu informé de ce que prépare le gouvernement. Il briefe sa chef de cabinet. Aujourd'hui, on est vraiment dans un système où il y a de vraies perspectives pour le site industriel de Belfort, mais il ne faut pas les annoncer tout de suite. Donc voilà, j'ai parlé de ça avec le gouvernement notamment. Je pense que si on annonce aujourd'hui des bonnes nouvelles en termes de redéploiement industriel sur Belfort, General Electric va dire c'est bon, hein. D'autres font, moi je lève le pied et je me désengage. Voilà, je préfère qu'on attende, quitte à encore avoir quelques semaines à passer, on va dire. Ouais. Mais bon, et puis je comprends aussi l'impatience. Les salariés, ils veulent savoir de quoi demain est fait. L'eurodéputé belfortin connaît les salariés de General Electric. Il a reçu l'un des leurs à sa permanence quelques semaines plus tôt. C'est quand on rencontre un politique et qu'on lui donne un package prêt à l'emploi, c'est du pain béni pour lui. Le travail est prêt, il n'a plus que lui à prendre le dossier et à le porter.
Merci, Monsieur le Président Buzoy. Chers collègues, je suis très heureux de vous présenter ce projet de rapport sur l'intégration des systèmes énergétiques. Je l'ai réalisé d'abord en accord avec l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. Je trouve qu'on a formé un équipage qui était cohérent. Où entre ceux qui sont plus stratèges, ceux qui sont dans l'action et qui vont impulser la dynamique, ceux qui vont être un peu plus dans la réflexion, et je me positionne un peu dans les gens qui font un pas de côté, font une pause et puis regardent la situation et essayent d'apporter quelque chose. On est la partie visible, mais derrière, il y a aussi des travailleurs de l'ombre qui sont respectivement nos sections syndicales, Sud Industrie et CFE-CGC, qui nous apportent de la matière, à réflexion, qui nous soutiennent aussi. Au cœur de la polémique, de part et d'autre de l'Atlantique. Encore 1,2 milliard de dollars de pertes au 3e trimestre et surtout 13 000 suppressions de postes prévues à travers le monde. Voilà Larry Culp, patron de General Electric, assuré de gagner 230 millions de dollars de bonus. Un faramineux bonus pour le patron de General Electric, mais un projet industriel au poids mort pour les Belfortins. Le groupe General Electric continue son travail de sape, continue son travail de destruction des savoir-faire qui ont eu un ancrage, un enracinement à Belfort, du fait de... Estimant que le groupe américain ne tient pas ses engagements, l'intersyndicale l'attaque en justice et met en demeure l'État français. De mettre l'État face à ses responsabilités et General Electric face à ses engagements. C'est l'heure de passer au plan B, agglomérer toutes les forces de la région et se placer aux avant-postes de la transition énergétique. Pour se donner toutes les chances de réussir, il sollicite celui qui fait autorité sur les questions industrielles, l'incontournable du territoire, que l'on surnomme parfois le lion de Belfort. Monsieur Chevènement, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Chevènement. Ah non, Covid. Pardon. Jean-Louis, il bien loupe pas une. Bonjour. Entrez. On va vous offrir un café peut-être Volontiers. Avec plaisir. Auteur du projet socialiste qui a porté François Mitterrand à l'Élysée en 1981, ministre à 4 reprises, sénateur et député-maire de Belfort pendant plusieurs décennies, Jean-Pierre Chevènement a profondément marqué la ville de son empreinte. Sur le territoire, on peut décompter les secondes avant que son nom ne soit prononcé. Jean-Pierre Chevènement d'ailleurs disait... Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Chevènement, pour moi, qui est un Belfortin. Visionnaire, Chevènement a fait du territoire un centre névralgique pour l'hydrogène français. Belfort s'est converti à l'hydrogène très tôt, avec une volonté qui était une volonté politique, notamment portée par Jean-Pierre Chevènement au tournant des années 2000. Et à cette époque, beaucoup de laboratoires français travaillaient déjà sur l'hydrogène, mais plutôt sur les aspects chimie, électrochimie, matériaux. En revanche, très peu d'acteurs académiques travaillaient sur l'intégration de l'objet pile à combustible, pile à hydrogène dans des systèmes, que ce soit pour des applications transport ou stationnaires. Premier atome apparu dans l'univers, l'hydrogène est l'élément le plus léger d'entre tous. C'est le carburant des étoiles, du moteur alimentant le lanceur de la fusée Ariane 5 et des anciens Zeppelin. L'hydrogène est également le principal composant de l'arme la plus puissante jamais conçue par l'homme, la bombe H. Une fois maîtrisée, l'hydrogène peut devenir une des solutions de la transition énergétique et demain, d'un monde décarboné. À l'abri des portes sécurisées de la plateforme, le FC Lab finalise un prototype.
Le projet Récif est un système de climatisation couplé avec une pile hydrogène. Chargé dans un conteneur, Récif est en partance pour Tahiti. Les derniers tests sont effectués par la start-up H26 et l'équipe du FC Lab dirigée par Marie-Cécile Perra. Bravo, hein, parce que moi je suis super contente de voir ça, parce que quand on voit qu'en 2017, on était sur ce châssis-là, sur les tests élémentaires, d'arriver à ce degré-là d'intégration industrielle, c'est vraiment une réussite. Franchement, ça nous fait plaisir de l'entendre. Non, mais je trouve que c'est bien, quoi. Ça montre que ça a du sens. La R&D, le transfert, l'industrialisation, là on voit ça marche. Oui. Si on se donne un peu le temps de le faire et qu'on travaille ensemble, ça marche. Donc là on joue pleinement le rôle de catalyser tout ce qui se fait au niveau recherche et de le développer pour que dans l'entreprise ça permette de créer des nouveaux emplois, d'alimenter des nouveaux marchés, parce que à la fin, qu'est-ce qu'on veut? C'est proposer des solutions pour la transition énergétique. Donc voilà, dans ce cadre-là, on coche vraiment pas mal de cases. On investit beaucoup et ça fonctionne. Nous, on va pas développer des électrolyseurs ou des réservoirs d'hydrogène. Par contre, nous, quand on va concevoir notre centrale électrique demain, on va commander des électrolyseurs qui seront sur les brevets qu'auront développé le FC Lab. Notre savoir-faire, notre expertise à Belfort tourne autour de la centrale électrique. Et avec de l'électricité, on peut produire de l'hydrogène. Et avec de l'hydrogène, on peut produire de l'électricité. Ça marche dans les deux sens. Donc, notre carte à jouer à Belfort, elle se situe autour de la centrale hybride électrique-hydrogène. C'est ainsi que Philippe et Alexis, rejoints par d'autres bonnes volontés, créent un incubateur, Apsis, avec un P. Apsis veut rassembler tous les savoir-faire industriels de la région et rêve de créer pour les 50 ans à venir un centre mondial de l'énergie et de la transition énergétique. Mais avant d'en arriver là, ce sont des heures de bénévolat, prises sur leur temps libre, en dehors de leur temps de travail chez General Electric. Alors, un menu enfant, tacos, nuggets, ketchup. Des heures et des heures passées en conférences téléphoniques ou en visio, en réunions interminables dans des pièces sans lumière naturelle, à rencontrer dans des salles moches des chefs d'entreprise, des administratifs, des politiques, des scientifiques, à expliquer et réexpliquer encore qui ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils rêvent de faire. Au même moment, se tient la première cérémonie de commémoration organisée par le nouveau préfet, le jeune homme qui se trouve au milieu de la ligne, en uniforme noir et manchette dorée, Jean-Marie Girier. Ne vous fiez pas à son jeune âge. Parmi ses faits d'armes, il a dirigé la campagne victorieuse d'Emmanuel Macron et désormais suit le dossier General Electric à la source. Quand on représente l'État, on fait fi du parcours qu'on a pu avoir avant. Alors bien évidemment, je suis très conscient que mon parcours personnel fait que je suis lié à celui qui, ministre de l'économie, a suivi le dossier GE Alstom et est devenu président de la République. Sur le territoire de Belfort, l'État, c'est lui. La chance de ce territoire, c'est son excellence académique. Ici, on est dans l'application. On a des gens qui font, qui parlent au monde économique. Le jour où j'ai reçu Monsieur Petit-Colin sur son projet d'Apsis, il est venu ici dîner un soir. Il est venu avec Daniel Issel. C'était pas seulement une caution académique, c'est parce qu'il a envie de faire, c'est parce qu'il est conscient des savoir-faire et des compétences dont disposent aujourd'hui les salariés de GE sur l'intégration. Pour compenser la verticalité du pouvoir, le préfet restaure l'horizon et organise une rencontre entre les fondateurs d'Apsis et les représentants du ministre. Pour les Belfortins, une nouvelle histoire commence. Printemps 2021. À Bercy, on tente de concilier les contraires. La légitimité de la lutte des Belfortins d'un côté, de l'autre, les 13 000 emplois que représente General Electric en France. La position du gouvernement est relativement simple. Notre intérêt collectif, celui des syndicats, celui des salariés, celui de GE, celui de l'État,
celui des territoires français, c'est qu'on travaille bien ensemble. Alors bien sûr, il peut y avoir des frictions. Quand des engagements ne sont pas respectés, je le dis très fermement. Quand GE ne respecte pas ses engagements, je les rappelle à ces engagements en leur disant « Vous n'avez pas respecté ce point-là, il faut que nous progressions ». Et on avance progressivement dans un état d'esprit que je qualifierais de constructif. Je ne reproche pas à un salarié qui est menacé de chômage de se défendre. C'est normal. Mais de l'autre côté, ma responsabilité, c'est de faire comprendre qu'il y a des réalités économiques, qu'il faut qu'il y ait un marché, sinon ça ne sert à rien d'entretenir une entreprise s'il n'y a pas de marché derrière. Et donc c'est dans ce dialogue-là, qui est toujours un dialogue ferme, mais constructif, qu'on arrive à trouver la bonne voie de passage. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire chez GE. Les enfants du Lion n'en ont pas conscience. Mais leur combat a sans doute contribué, avec d'autres initiatives, à ce que le gouvernement s'attelle à racheter les turbines Arabelle, conçues par Alstom et vendues par l'État à General Electric en 2014. Enfin. Donc ces turbines pour les réacteurs nucléaires sont absolument stratégiques. Aujourd'hui, elles sont chez GE. Nous travaillons à une solution indépendante, française, où les turbines ne seraient plus la propriété de GE, les turbines et puis tout ce qui va avec comme technologie, comme savoir-faire, pour bâtir une solution franco-française, garantissant notre souveraineté totale sur ces turbines à vapeur qui sont utilisées dans les réacteurs nucléaires français. Là, l'enjeu se chiffre à des montants très élevés, c'est très lourd comme opération. Nous n'arriverons pas à conclure sans doute avant la fin de l'année 2021, je vais être très clair sur les calendriers, mais toute l'intersyndicale, tous les salariés de GE savent parfaitement quel est l'enjeu et ils savent que nous suivons cela de très près. Mais racheter le nucléaire français et remettre la main sur cette part de notre souveraineté énergétique ne veut pas forcément dire sauver Belfort. Depuis des mois, des décennies même, les Belfortins se battent pour sauver leur territoire. À chaque bataille qui s'achève, d'autres se prolongent et ils poursuivent la lutte inlassablement. En fait, on prend pas conscience en fait, quoi, de cette initiative en fait. Hein. Enfin, ça a vachement de sens, quoi. Après, j'ai pas trop forcément envie de. Bah, ce qu'on fait, quoi. Notre lutte, c'est pas artificiel, quoi. On est vrai, quoi. On est vrai. Il y a un vrai problème. Ce qu'on porte, ça bénéficie. Enfin, je veux dire, c'est pour tout le monde, quoi. Ça a du sens. On n'est pas dans un truc de communication pour dire qu'on fait des choses, etc. On joue pas un rôle, quoi. On est vrai, quoi. On est vrai. On va avec nos tripes, quoi. Avec ce qu'on a dans le cœur, avec ce qu'on a vraiment, quoi. On pense qu'on peut faire bouger les choses, quoi. Puis on pense que ça pourrait faire une émulation, que on estime. Moi, j'estime que je suis pas tout seul. J'imagine que je suis pas tout seul, même s'il y a peu de gens quand même qui s'intéressent au collectif. Hein. On est quand même un monde de plus en plus individuel. Il y a quand même beaucoup de gens aussi qui ont envie que les choses bougent et puis qui seraient prêts à s'investir, quoi, à s'engager. Il faut qu'on les trouve, ceux-là. Il faut qu'on les trouve. Il faut qu'on construise un truc encore plus gros, quoi. Parce que c'est pour l'avenir de nos enfants, quoi. Les enfants du Lion sont un symbole. Celui du combat pour le bien commun. Magnifique! Hakuna Matata! Quel chant fantastique! Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata!